et normalement, ça devrait bien se passer. Donc, dernier volet de ce topo sur les organes sensoriels. Et puis, on fera à la fin un court résumé pour relister un peu les types de cellules qu'on a décrits jusqu'à maintenant, pour avoir une vue un peu synthétique. Alors, on commence par l'appareil du goût. Donc, vous savez que globalement, pour la détection de notre environnement, sur un plan chimique, on a deux systèmes. Le goût qui s'intéresse aux molécules en solution et l'odeur, l'odorat, qui s'intéresse aux molécules en suspension dans l'air. Donc l'appareil gustatif, il repose sur un système de bourgeons de goût, qui sont des petits organes sensoriels, disséminés bien sûr essentiellement au niveau de la langue, mais que l'on trouve en fait également un peu partout dans l'oropharynx, y compris jusque dans les cavités nasales. Pas beaucoup, mais quelques-uns. Bon. L'essentiel est quand même situé au niveau de la langue, au niveau de structures que l'on va décrire, qu'on appelle les papilles. Ces papilles linguales, elles sont réparties un peu partout sur la langue, mais avec des zones préférentielles au niveau du bord de la langue et au niveau ici du V lingual, c'est-à-dire cette zone avec des papilles relativement importantes qu'on peut voir quasiment à l'œil nu et qui ont une forme de V ici anatomiquement. Alors on distingue trois grandes familles de papilles qui sont des différenciations de l'épithélium de la langue. D'abord les papilles filiformes qui sont de très loin les plus nombreuses et qui sont des expansions épidermiques kératinisées et qui donnent cet aspect rugueux à la langue. En fait, sur ces papilles filiformes, on va voir qu'elles n'ont pas de rôle directement dans la détection du goût. Donc c'est les structures les plus simples. Deuxième structure un peu plus compliquée, les papilles dites fongiformes. Fongiformes parce qu'elles ont globalement une forme de champignon, avec un axe de conjonctif recouvert ici par l'épithélium malpighien de la langue. Et enfin, troisième famille de papilles, les plus importantes en termes fonctionnels, mais les moins nombreuses, les papilles dites caliciformes, qui sont des structures hautes, qui font 1 à 2 mm de haut, avec un axe là encore de conjonctif, recouvertes d'épithélium, et entourées surtout, sur tout leur pourtour, d'un sillon creusé tout autour. On va revoir ça en détail. Donc papilles filiformes, fongiformes, caliciformes. Dans d'autres espèces, on trouve des papilles foliaires, mais qui sont très très peu développées chez l'homme, donc je laisse de côté. Et donc les deux structures qui participent à la détection du goût dans l'espèce humaine, ce sont les papilles fongiformes et caliciformes. Alors un petit peu plus en détail, un mot quand même sur les papilles filiformes. Donc essentiellement de la kératine, un tout petit axe conjonctif, mais essentiellement c'est de la kératine en surface, dont le but est de rendre la langue rugueuse pour permettre un début de dissociation des aliments. Et au niveau de ces papilles filiformes, que l'on distingue ici, vous voyez que c'est essentiellement de la kératine, au niveau de ces papilles filiformes, il n'y a pas de bourgeon du goût. Donc elles ont un rôle de dissociation. Les papilles fongiformes, dont vous avez un exemple ici, donc comme j'ai dit tout à l'heure, sont constituées d'un axe de conjonctif recouvertes de l'épithélium malpighien non kératinisé qu'on trouve au niveau de la langue. Et sur les faces latérales de ces papilles fongiformes, ici et ici, on peut trouver quelques bourgeons du goût qui sont enchâssés dans l'épithélium. Donc l'essentiel des structures destinées à la détection du goût sont les papilles caliciformes. Vous voyez qu'elles sont en nombre réduit, puisqu'il y en a environ une douzaine, qui sont au niveau du V lingual. Je vous ai dit que ce sont des structures relativement importantes, 1 à 2 mm de haut, et entourées ici, sur tout leur pourtour, de ce sillon qui délimite parfaitement ces papilles. Au fond de ces sillons, on va trouver des glandes dont le rôle, ce sont les glandes de von Ebner,
dont le rôle est bien sûr de déverser leur contenu au fond du sillon afin d'entraîner une évacuation permanente des aliments présents à cet endroit-là, histoire que régulièrement le contenu présent au niveau du sillon soit renouvelé, pour qu'une fois qu'un goût a été détecté, on passe au suivant, etc. Donc il y a un lavage permanent par les sécrétions de ces glandes de von Ebner du sillon pour éviter la stagnation des aliments. Et donc les bourgeons du goût sont disposés, comme vous le voyez ici, sur les faces latérales de ces papilles caliciformes. Donc il y a plusieurs bourgeons du goût par papille caliciforme au niveau des faces latérales. Un court mot sur l'embryologie, vous allez voir que ça va être très très simple. Pour ces bourgeons du goût au niveau des papilles, en gros, il faut voir 2 étapes. Alors en fait, ça a été fait chez la souris, c'est pour ça que les étapes de développement sont extrêmement courtes. Mais les 2 étapes principales sont les suivantes. Dans un premier temps, il y a une mise en place des papilles dans leur localisation anatomique. Ça, c'est contrôlé génétiquement, bien sûr, avec un épaississement de l'épithélium et la formation de la structure papillaire sous le fait d'une double interaction réciproque entre l'épithélium et le conjonctif sous-jacent. D'accord ? Donc, cet épithélium et le conjonctif vont envoyer des signaux moléculaires et cette double interaction va aboutir à la formation de ces papilles dans leur localisation anatomique. Ça, c'est juste la structure de support, si je puis dire. Dans un deuxième temps, une fois que la papille est en place, eh bien, il va y avoir colonisation, ou plutôt, il va y avoir contact d'une extrémité nerveuse avec cette papille. Et c'est à partir de ce contact avec une extrémité nerveuse qu'il va y avoir, au niveau de la papille, induction d'une différenciation des cellules sensorielles. Donc c'est le contact des cellules nerveuses qui induit la différenciation de cellules épithéliales en cellules sensorielles. Alors, les bourgeons du goût. Donc on l'a vu, essentiellement au niveau des papilles caliciformes, donc essentiellement au niveau de la langue, mais comme je vous l'ai dit au début, on peut en trouver un peu partout. Et les bourgeons des papilles caliciformes et des papilles fongiformes sont les mêmes. C'est la même structure anatomique. Donc ce sont des petites structures ovoïdes que l'on distingue très bien ici. Ce fort grossissement, là on en a un autre, ici on en a un autre. Donc qui ont une taille de 75 mu sur 50 mu, peu importe. Retenez que c'est une structure ovoïde. Comme c'est un dérivé épithélial, cette structure est bien sûr entourée d'une lame basale. Elle repose sur une lame basale. Et en fait, à l'extrémité apicale de cette structure, on observe un orifice qui fait communiquer le bourgeon du goût avec le sillon présent autour de la papille. Et cet orifice s'appelle le pore gustatif. Et c'est à cet endroit-là qu'on va trouver les cellules réceptrices. Et chaque bourgeon, ici, est un petit amas de cellules qui contient, vous voyez, entre 50 ou 100 cellules différentes. Alors, dans ces bourgeons, on a 3 types cellulaires différents qui dérivent tous, encore une fois, de l'épithélium. Ce sont des cellules différenciées secondairement. D'abord, au fond, ici, à la base du bourgeon, on a des cellules relativement indifférenciées et qui servent probablement de cellules de remplacement. Donc, qui vont servir au renouvellement des cellules sensorielles. Ensuite, en périphérie du bourgeon, on a des cellules en cours de maturation, donc qui n'ont pas acquis toute leur capacité fonctionnelle. Et au centre du bourgeon, on a les cellules sensorielles actives. Donc cellules de renouvellement, début de maturation en périphérie et migration vers le centre pour les cellules matures. Alors vous savez que le goût, c'est extrêmement restreint. On a 4 goûts, sucré, salé, amer, acide. Et donc il y a 4 types de cellules sensorielles.
chaque cellule sensorielle n'est capable de détecter qu'un seul goût. Soit le sucré, soit le salé, soit acide, soit amer. En revanche, au niveau d'un bourgeon gustatif, on va trouver plusieurs types de cellules sensorielles différents. Donc il n'y a pas un seul type fonctionnel dans chaque bourgeon, il y a plusieurs types fonctionnels. En revanche, ces différents types fonctionnels ne sont pas répartis de manière aléatoire. Et vous savez qu'au niveau de la langue, il y a des zones où on détecte mieux le sucré, d'autres où on détecte mieux le salé, etc. Ce qui veut dire qu'il y a des endroits où, dans les bourgeons, il y a préférentiellement des cellules destinées à la détection du sucré ou du salé, ou acide ou amer. Mais encore une fois, les bourgeons, eux, ne sont pas monothématiques, si je puis dire. Alors, la cellule sensorielle elle-même, donc là, ce n'est pas une cellule nerveuse comme on a vu dans la rétine, c'est une cellule dérivée de l'épithélium, une cellule épithéliale qui a acquis une spécialisation, et donc elle n'a pas de prolongement nerveux. C'est une cellule qui est allongée et qui a à son pôle apical un certain nombre de microvillosités. Et ces microvillosités, comme on peut le voir sur ce schéma, eh bien, c'est la seule portion de la cellule qui déborde au niveau du pore gustatif. Tout le reste de la cellule est enchâssé à l'intérieur du bourgeon. Seules les microvillosités dépassent. Et la cellule, elle, va d'un bout à l'autre du pore gustatif, donc ce sont des cellules extrêmement allongées. Deuxième chose, dans la mesure où ce sont des cellules sensorielles, elles sont bien sûr là pour détecter quelque chose, donc elles envoient un signal. Et ce signal est transmis via de très nombreuses terminaisons nerveuses qui prennent contact avec les parois latérales, ici, des cellules sensorielles. Donc nombreuses terminaisons nerveuses, que l'on voit très bien cette coloration particulière qui met en évidence une enzyme spécifique du tissu nerveux. Et vous voyez ici au niveau des bourgeons du goût, toutes ces terminaisons nerveuses identifiées par cette coloration. Et ici, bien sûr, tous les prolongements, mais là, on n'est plus dans l'épithélium. Donc ces terminaisons nerveuses sont sur les faces latérales. Et il y a là, pour l'instant en tout cas, un mystère, c'est que ces cellules des bourgeons du goût sont des cellules dont la demi-vie est courte, puisque vous voyez qu'elles vont être renouvelées toutes les semaines ou tous les 15 jours. En soi, ce n'est pas très grave, les cellules vont être renouvelées, on a vu qu'il y avait des cellules de renouvellement qui vont se différencier, etc. Le problème, c'est la spécificité de l'information délivrée par ces cellules. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une cellule sensorielle meurt, les terminaisons nerveuses qui étaient attachées se détachent. Et que bien sûr, on imagine que ces terminaisons nerveuses vont se refixer sur la prochaine cellule qui va remplacer celle qui est disparue. Reste le problème de la spécificité, c'est-à-dire que si ces terminaisons transmettaient une information sucrée, elles vont continuer à transmettre une information sucrée. Ça veut dire qu'il y a un système qui va permettre la reconnaissance spécifique des terminaisons nerveuses avec le type de détection assuré par la cellule sensorielle. Je sens bien que je ne suis pas clair là. Une cellule destinée à détecter le sucré disparaît. Les terminaisons nerveuses attachées à cette cellule sont libres. Elles vont se réattacher sur une cellule à nouveau apte à dépister le sucré et pas le salé ou l'amer. Il faut garder la spécificité de transmission de l'influx nerveux. Ça veut dire que ces extrémités nerveuses vont être capables de reconnaître, à un moment ou à un autre, le type cellulaire de la nouvelle cellule sensorielle sur laquelle elles vont se connecter. Une des hypothèses, mais il n'y a pas encore de preuve absolue, serait qu'il y a reconnaissance ici par le bouton nerveux du récepteur, et ce qui expliquerait qu'on trouve, la majorité des récepteurs sont au niveau des microvillosités, comme je vous l'ai dit, mais en fait on s'est aperçu qu'il y a certains récepteurs disposés sur les faces latérales des cellules sensorielles. Et ces récepteurs situés sur les faces latérales des cellules sensorielles pourraient servir à cette reconnaissance par les terminaisons nerveuses. D'accord ? Alors, comment fonctionne le système ? Donc, on l'a dit, le récepteur lui-même est au niveau des microvillosités, donc c'est la partie de la cellule qui déborde du bourgeon du goût. Donc, on a vu qu'il y avait 4 saveurs principales. Salé et acide
ce sont des composés ioniques que l'on va détecter, sodium ou proton. Amer et sucré, ce sont des composés chimiques, mais ce ne sont pas des ions. Donc en fait, il y a deux méthodes au niveau de ces cellules possibles pour détecter les saveurs. Une voie destinée à l'identification donc des ions, donc soit le salé, soit l'acide. Et là, en fait, c'est l'existence d'un canal ionique spécifique. Et en présence de ces ions, ce canal ionique va être activé et va générer une différence de potentiel. Et c'est cette différence de potentiel qui va être transmise via les terminaisons nerveuses. Donc là, c'est le système le plus simple, un simple canal ionique spécifique. Pour ce qui est du sucré et de l'amer, là, on va avoir le ligand, c'est-à-dire la molécule reconnue, qui va se fixer sur un récepteur, qui est un récepteur protéique de la famille TR1 ou TR2, deux familles très proches de récepteurs, dont il existe plusieurs sous-types, qui va permettre de détecter plusieurs sous-types plusieurs sensations différentes de sucré ou amer. D'accord ? C'est pas sucré. On a tous une notion un peu différente du sucré, on a tous des capacités différentes à apprécier le sucré. Et en fait, c'est une famille de récepteurs qui va permettre de dépister le sucré ou l'amer. Et la reconnaissance ici se fait sur le principe antigène-anticorps. Vous avez une molécule qui va reconnaître finalement le récepteur. À partir du moment où le ligand spécifique est fixé sur ce récepteur, il va y avoir activation ici de la sous-unité alpha d'une protéine particulière qu'on appelle la gusducine. Et cette gusducine, une fois qu'elle est activée, va, via l'AMP cyclique ou l'inositol, peu importe, là encore, générer une différence de potentiel. D'accord ? Donc un système un petit peu plus complexe, avec fixation sur un récepteur, activation d'une protéine et génération d'une dépolarisation. Et c'est cette dépolarisation qui est transmise via les récepteurs dendritiques au contact de la cellule. Alors ça, je pense que vous le reverrez par ailleurs. Pour mes mots, la transmission du goût se fait selon des voies différentes, puisque la langue a une double innervation. Les deux tiers antérieurs sont innervés par le 7 bis et le tiers postérieur par l'intercrânienne numéro 9. Donc, c'est une chose à retenir, mais voilà. L'influx généré au niveau de ces bourgeons du goût est transmis via le 7 bis ou le 9 au cortex. Voilà, j'en dirai pas plus pour le goût, qui est finalement un système relativement simple. Simple parce qu'il n'y a que 4 saveurs à détecter. Alors pour l'appareil olfactif, ça va être un peu plus compliqué, parce que aussi bien le goût, il n'y a que 4 saveurs, l'odorat, il y a des milliers et des milliers d'odeurs différentes que l'on est plus ou moins capable de dépister. Alors cet appareil olfactif, son but, c'est de dépister cette fois-ci des molécules en suspension dans l'air. Donc c'est plus en suspension à queue, c'est en suspension dans l'air. Et cet appareil olfactif, il est constitué par un épithélium spécialisé. Cet épithélium spécialisé est situé ici, au niveau du toit des fosses nasales. Le reste des fosses nasales est tapissé d'un épithélium respiratoire, tout ce qu'il y a de plus classique. La seule particularité, c'est l'extrémité, la face supérieure ici, qui est constituée de l'épithélium olfactif. Alors comment est-ce que se met en place cet épithélium olfactif? Comme pour les autres organes sensoriels, vous voyez que c'est un phénomène extrêmement précoce qui débute à la fin du premier mois de développement, avec l'apparition au niveau du pôle antérieur de l'embryon des placodes olfactives. Cette apparition des placodes olfactives, donc on a vu les placodes optiques, les placodes otiques, maintenant les placodes olfactives, sont une différenciation de l'épithélium sous l'induction du cerveau primitif, du prosencéphale, qui est juste en arrière. Donc là, on a l'extrémité céphalique. Sous ce bourgeon céphalique, on a la partie la plus antérieure du cerveau, le prosencéphale, qui va induire cette différenciation des deux placodes olfactives,
Et ces deux placodes olfactives, au cours du développement de la face, je ne sais pas si vous l'avez vu ça, on vous l'a fait le développement de la face? Ouais. Donc au cours du développement de la face, vous avez vu que ces placodes vont s'invaginer et vont peu à peu venir prendre leur position ici, au fond de la cavité du stomodéum, au fond de la cavité, enfin de la bouche primitive. Après, il va y avoir cloisonnement, bien sûr, et du coup, cet épithélium va se retrouver en haut des fosses nasales. Donc, à partir de cet épithélium, au sein de cet épithélium, là encore, des cellules sensorielles vont se différencier. Et ces cellules sensorielles vont donner des prolongements nerveux qui vont aller prendre contact ici avec cette région du prosencéphale. Et sous l'induction de ces fibres nerveuses, du fait de ce contact entre les fibres issues de l'épithélium olfactif et le cerveau primitif, on va voir se développer une zone particulière du cerveau qui est le bulbe olfactif. Donc vous voyez que le prosencéphale induit la différenciation de la placode olfactive et des cellules sensorielles. Puis ces cellules sensorielles émettent des prolongements axonaux qui vont prendre contact en retour avec le prosencéphale et induire la différenciation d'une zone particulière qui est le bulbe olfactif. Et vous voyez qu'initialement, en fait, il y a, et même pendant très longtemps, il y a une très grande proximité entre l'épithélium olfactif et le bulbe olfactif, qui est juste en dessous. Et puis, bien sûr, ces filets nerveux, ici, se développent au sein du tissu conjonctif. Et dans ce tissu conjonctif, on va voir apparaître une condensation cartilagineuse qui va secondairement s'ossifier pour donner la lame criblée de l'ethmoïde. Donc cette lame osseuse perforée qui est juste au-dessus des cavités nasales est une structure qui apparaît secondairement autour des filets nerveux. Ce n'est pas les filets nerveux qui perforent l'os. En fait, cette lame criblée se construit et s'ossifie autour des filets nerveux issus de l'épithélium olfactif. Donc voilà ici une vue histologique de cet épithélium olfactif. Je ne sais pas si vous distinguez ici, on voit quelques filets nerveux qui progressent vers le bulbe ici, avec début de condensation du mésenchyme pour donner la lame criblée de l'ethmoïde. Il me semblait que j'avais une photo. Voilà, pour vous rappeler la proximité de ces différentes structures, vous voyez qu'ici on a la fosse nasale avec les narines ici. On a l'endroit où se situe l'épithélium olfactif, la lame criblée de l'ethmoïde, et vous voyez que le bulbe olfactif est vraiment une structure située juste au-dessus anatomiquement. Ce sont des filets nerveux extrêmement courts. Alors, sur un plan histologique, l'épithélium olfactif est un neuroépithélium, c'est-à-dire constitué de cellules nerveuses, différenciées à partir de l'épiblaste, et de cellules de soutien. Donc les cellules nerveuses, ce sont les cellules olfactives, donc qui émettent un prolongement. Comme dans tout neuroépithélium, on a bien sûr des cellules de soutien. On l'a vu dans la rétine, on l'a vu au niveau de l'oreille interne. Et on trouve également des cellules basales qui vont servir au remplacement. Alors là, il y a une particularité, une spécificité de ce neuroépithélium. Alors je ne sais pas ce qu'on vous en a dit aujourd'hui parce que je sais que les choses évoluent, mais jusqu'à très récemment, classiquement, les neurones chez l'adulte ne se renouvellent pas. Vous en êtes toujours là ou non, ça y est, ça se renouvelle? Bon, ça c'est très récent. Donc en tout cas, jusqu'à l'année dernière, le neuroépithélium avait une particularité, c'est que c'était les seules cellules nerveuses qui se renouvelaient de manière importante, rapide et permanente chez l'adulte. Donc ces cellules basales servent, entre autres, à ce renouvellement des cellules olfactives, de ces neurones olfactifs. Donc le neuroépithélium, on voit, enfin, il y a une basale ici bien sûr qu'on ne voit pas, et il a toute cette épaisseur. D'accord ? Dans le chorion de la muqueuse, donc en dessous ici, les structures que l'on distingue sont des glandes contournées, les glandes de Bowman. Ces glandes ont une sécrétion séreuse dont le but est de diluer, de dissoudre, de capter les molécules odorantes pour les présenter aux cellules sensorielles. Donc cette captation se fait via une protéine particulière qui est l'OBP pour Odorant Binding Protein.
Donc en fait, l'épithélium olfactif est bien destiné à capter des odeurs en suspension dans l'air. N'empêche qu'en pratique, ces molécules odorantes sont d'abord dissoutes dans cette sécrétion séreuse avant d'être présentées aux cellules olfactives. Les glandes de Bowman ont également un rôle en partie protecteur en sécrétant des IgA et du lysozyme qui vont avoir un rôle de lutte contre les infections, puisque bien sûr les fosses nasales n'est quand même pas une partie particulièrement propre de l'anatomie. Donc, comme c'est en contact avec l'extérieur, il y a des mécanismes de protection pour lutter contre les infections. Alors voilà un peu plus en détail ces cellules réceptrices, qui sont des grandes cellules allongées, et ces cellules olfactives sont des équivalents de neurones bipolaires. Donc un neurone bipolaire, vous savez, il y a un axone, une dendrite. Donc là, l'axone, on le trouve ici, au pôle basal de la cellule. Cet axone n'est pas myélinisé tant qu'il est dans l'épithélium. Et en revanche, dès qu'il traverse la basale, dans le chorion sous-jacent, il devient myélinisé. À l'autre bout de cette cellule sensorielle, eh bien, on a cette extrémité extrêmement effilée avec un renflement apical. Et cette extrémité affilée de la cellule effilée, de la cellule sensorielle est un équivalent de dendrite. D'accord ? Et en fait, au niveau de cette microvillosité, au niveau de cette extrémité élargie de la cellule sensorielle, on observe un grand nombre de microvillosités et de cils qui vont servir à la captation des odeurs. Donc, les cils que l'on peut voir ici et les microvillosités sont mélangés à la surface des cellules. Ces cils sont les structures qui portent le récepteur. Donc ce sont des cils très allongés, mobiles, et ils sont mélangés avec les microvillosités des cellules de soutien environnantes. Alors vous voyez que comme dans tout neuroépithélium, vous avez la cellule sensorielle étroitement associée aux cellules de soutien environnantes, avec des complexes de jonction serrés au niveau de l'extrémité apicale ici. Donc un peu le même principe que ce qu'on a décrit au niveau du bourgeon du goût, c'est l'extrémité apicale de la cellule qui porte le récepteur. Ce récepteur, un peu selon le même principe que ce qu'on a décrit pour le bourgeon du goût, est une protéine transmembranaire, donc qui est à l'intérieur de la membrane plasmique qui recouvre les cils et qui va avoir un domaine extramembranaire ici, donc extérieur à la cellule, sur lequel va venir se fixer éventuellement une molécule odorante complémentaire. Donc là encore, ça fonctionne selon le principe antigène-anticorps. J'ai bien dit selon le principe, ce n'est pas la même chose. Mais il y a une reconnaissance du motif moléculaire de la protéine odorante par le récepteur. Alors, auparavant, je vous l'ai dit, ces molécules odorantes qui sont dissoutes dans les sécrétions des glandes de Bowman sont captées par les OBP qui, elles, ont un spectre très large. C'est-à-dire, en gros, les OBP, elles ne sont pas très spécifiques, elles captent de très grands nombres de protéines différentes. En revanche, le récepteur, lui, présente une certaine spécificité selon la conformation moléculaire de la protéine, enfin de la molécule à détecter. Donc vous avez des récepteurs qui vont être capables de détecter un certain motif moléculaire et pas un autre. Et une fois qu'une molécule va être fixée sur ce récepteur, eh bien, il va y avoir génération d'un potentiel d'action via l'ouverture de canaux ioniques. Donc là, on retrouve le même mécanisme que celui décrit pour le goût. Donc détection de l'odeur au niveau de ces cellules sensorielles. Le potentiel d'action généré est transmis via l'axone à un premier relais. Et ce premier relais, très proche, on l'a vu, est situé au niveau du bulbe olfactif. Et au niveau de ce bulbe olfactif, il y a intégration, on va y revenir, de toutes les informations captées par l'épithélium olfactif. Et c'est secondairement
que cette information va être transmise au cerveau. L'intégration au niveau du bulbe olfactif se fait au niveau de structures particulières qu'on appelle les glomérules. Et ces glomérules vont capter les informations issues de plusieurs cellules sensorielles. En fait, j'aurais dû mettre le schéma en couleur parce que c'est quand même beaucoup mieux. Chaque glomérule ne récolte que les informations d'un même type cellulaire. On a vu pour le goût, il y a 4 types cellulaires parce qu'il y a 4 goûts. Pour les odeurs, c'est plus compliqué puisqu'il y a des milliers d'odeurs, donc il y a plusieurs types cellulaires. Mais n'empêche qu'au niveau de chaque glomérule, toutes les cellules qui convergent vers un seul glomérule ont le même type de récepteur. Il n'y a pas de mélange au niveau des glomérules. Et donc vous avez des glomérules spécifiques pour chacun des types de récepteurs. Donc au niveau de chaque glomérule, vous avez l'influx provenant des cellules sensorielles, et l'intégration de cette information fait intervenir un certain nombre de neurones d'association, comme on a vu au niveau de la rétine. Vous avez d'abord les cellules dites mitrales, qui vont intégrer au sein d'un glomérule les informations provenant de l'ensemble des cellules sensorielles connectées à ce glomérule. Parce que bien sûr, toutes les cellules sensorielles aboutissant à un seul glomérule ne sont pas forcément dans la même fosse nasale ou ne sont pas forcément au même endroit de la fosse nasale. D'accord ? Par contre, c'est le même type de récepteur. Donc ces cellules mitrales intègrent l'ensemble de ces signaux avant de les transmettre au cortex. Et puis vous avez d'autres neurones d'association, des cellules dites périglomérulaires qui ont un rôle elles intègrent elles-mêmes le signal au niveau de plusieurs cellules mitrales. Comme vous pouvez le voir ici, il y a plusieurs cellules mitrales par glomérule, mais ces cellules périglomérulaires, elles, intègrent l'ensemble des signaux fournis par les cellules mitrales. Donc c'est un régulateur au niveau de chacun des glomérules. Et vous avez des cellules dites granulaires qui, elles, vont jouer un rôle d'association entre plusieurs cellules mitrales de sensibilité différentes. Donc les cellules glomérulaires, périglomérulaires, c'est spécifique d'un glomérule, donc d'un type de récepteur, alors que les cellules granulaires, elles, vont intégrer des signaux provenant de glomérules différents et donc provenant de types de récepteurs différents. On commence à dessiner ici une possibilité de combinatoire d'informations puisqu'il y a des relations entre toutes ces cellules différentes. Alors là, il y a un paradoxe pour les odeurs qui a longtemps gêné la compréhension du système. C'est qu'en gros, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a à peu près 1000 gènes pour les récepteurs olfactifs dans notre génome. Bien sûr, la plupart de ces gènes sont des pseudogènes et ne sont pas actifs. Il n'y en a que 300 ou 400 qui sont fonctionnels. Mettons une petite centaine, peu importe. On sait également qu'en fonction des motifs moléculaires, on imagine facilement qu'il y a plus de 400 000 odeurs, 400 000 motifs moléculaires, potentiellement décelables. Donc là, il y a une dissociation entre ce nombre potentiel de récepteurs existants et ce nombre potentiel d'odeurs existantes, en sachant que des extrapolations laissent imaginer que même chez l'homme qui n'est pas le roi de l'odorat, on est capable de dépister environ 100 000 odeurs. En tout cas, 100 000, c'est déjà largement supérieur à ces malheureuses centaines de récepteurs différents. Donc il y a une dissociation entre le nombre de récepteurs disponibles et le nombre d'odeurs que l'on est capable de détecter. Alors en fait, on comprend maintenant un peu mieux le système, parce que pour chacune des familles de molécules, en fait, on a un motif particulier que l'on retrouve régulièrement. Et on s'aperçoit que ce motif, puisque c'est un motif qui se rapproche, peut être détecté, peut être identifié par des récepteurs un petit peu différents. Je m'explique. Si vous avez un récepteur qui est capable de dépister ce motif-là,
Le récepteur qui est capable de dépister ce motif-là pourra éventuellement également être un petit peu activé, mais moins, par celui-là qui est proche. D'accord ? Donc la spécificité en fait des récepteurs n'est pas absolue pour une molécule donnée, mais la spécificité du récepteur, elle est vis-à-vis du motif général de la famille. Alors bien sûr, vous avez dans la famille des molécules qui seront plus spécifiques de ce récepteur que d'autres. Mais les récepteurs, il faut plus les imaginer comme des systèmes capables de dépister une famille de molécules qu'une molécule précisément. Et donc les récepteurs, c'est des récepteurs de motifs odorants. Alors vous en avez un certain nombre, hein, tous différents, mais dans ces familles, en fait, on reconnaît bien des odeurs, des groupes d'odeurs classiques que l'on est habitué à sentir. Acide, c'est acide, quoi. Je veux dire, après que ce soit de l'acide formique, sulfurique ou ce que vous voulez, cette odeur acide, on la détecte. D'accord ? Donc, en gros, ce dont il faut se souvenir, c'est qu'il y a un seul type de récepteur par cellule. Un seul récepteur par cellule. Mais ce récepteur est capable de reconnaître plusieurs molécules d'une même famille, ou éventuellement d'une famille différente, mais pas trop éloignée. Et ce récepteur ne va pas détecter avec autant d'efficacité toutes les molécules de la famille. D'accord ? Il y aura des préférences, des molécules qui seront mieux détectées que d'autres. Donc, comme ça, on arrive à une combinatoire de capacité de détection par les différents récepteurs. Donc, à l'inverse, si vous prenez maintenant une molécule donnée, du coup, vous avez bien compris que cette molécule peut activer plusieurs récepteurs. Il y en a une molécule va pouvoir activer plus préférentiellement un récepteur, mais malgré tout activer d'autres récepteurs un peu ressemblants. Donc, encore une fois, il n'y a pas de spécificité absolue moléculaire. C'est une spécificité de famille et de motif. Ça, c'est le premier niveau, au niveau du récepteur. Comme je vous l'ai dit, chaque neurone, chaque cellule sensorielle envoie son axone vers un seul glomérule. Et chaque glomérule est spécifique d'un type de récepteur. Globalement, pour chaque type de récepteur, il y a 2 à 3 glomérules en tout et pour tout au niveau des bulbes olfactifs. 2 à 3. Donc vous voyez qu'il y a une grosse intégration, un récepteur, et pour chaque récepteur, 2 à 3 glomérules en tout et pour tout, qui récupèrent l'influx complet de toutes ces cellules. Quand vous avez une molécule qui va se fixer, par exemple, sur ce récepteur, l'influx va être transmis uniquement à ce glomérule. Et les autres ne vont, entre guillemets, rien voir. Sauf que, comme on l'a dit, il n'y a pas de spécificité absolue. Donc une molécule peut activer fortement ce récepteur-là, mais peut activer modérément ce récepteur-là. Auquel cas, pour une molécule donnée, vous allez pouvoir avoir activation forte du glomérule correspondant et activation modérée d'un glomérule un peu différent. Et vous déclinez ce système à l'infini pour puisqu'on a 200 ou 300 récepteurs, chaque molécule, en fait, va déclencher une combinatoire spécifique des quelques milliers de glomérules présents. D'accord ? Si vous avez 300 récepteurs, vous avez 1000, 3 fois 3, ah non, même pas, vous avez environ 1000 glomérules pour ce récepteur. Et puis vous avez tous les autres récepteurs qui sont un peu moins bien activés, mais qui vont également activer leurs propres glomérules. Donc à chaque molécule, vous avez activation variable de différents glomérules au niveau des bulbes olfactifs. Et en fait, ce qui est transmis au cortex, et c'est ça l'information intégrée transmise par les cellules mitrales, c'est la puissance d'activation de chacun de ces glomérules pour une molécule donnée. Et le décodage par le cortex, ce n'est pas le décodage du type de récepteur activé, ou du moins pas directement, c'est le décodage de la combinatoire des différents glomérules plus ou moins activés par telle ou telle molécule. Par exemple, 2 molécules différentes pourront activer les mêmes glomérules que ceux qui sont en couleur ici, mais alors que cette molécule-là active fortement le rouge et le vert,
une autre molécule pourra activer fortement, par exemple, le beige et le rouge, et moins fortement ces deux-là. Donc c'est la combinatoire d'intensité d'activation des différents glomérules qui sert au codage d'une odeur particulière au niveau du cortex. Ce qui permet, à la limite, d'avoir, à partir de 300 récepteurs différents, un panel d'odeurs potentiellement reconnaissables largement supérieur. Donc je vous ai dit, en passant, mais je pense que vous l'avez noté, les neurones de cet épithélium olfactif ont une particularité, ils se renouvellent rapidement, leur demi-vie est d'environ 1 mois. Tous les 30 à 60 jours, ces neurones olfactifs dégénèrent et sont renouvelés. On a exactement la même problématique qu'au niveau des bourgeons du goût. Bien évidemment, un neurone qui dégénère et qui est remplacé va être remplacé par un neurone qui aura un certain récepteur. Ce neurone doit donc aller entrer en contact avec le bon glomérule, puisqu'au niveau du glomérule, on n'a qu'un seul type de récepteur qui est centralisé. Ça veut dire qu'il y a un mécanisme qui permet le guidage de l'axone, de cette nouvelle cellule en cours de différenciation, qui va guider son axone, et ça se produit tout au long de la vie, vers le glomérule spécifique, vers un des 2 ou 3 glomérules spécifiques. Et là, ce qu'on a pu montrer au niveau de l'épithélium olfactif, c'est en partie pour ça que je vous ai soumis cette hypothèse pour les bourgeons du goût, même si là, ce n'est pas prouvé. Eh bien, on a pu montrer que le guidage de l'axone vers le glomérule spécifique se fait via la reconnaissance du récepteur olfactif. C'est-à-dire que le neurone exprime ce récepteur olfactif et il y a une reconnaissance de ce récepteur membranaire qui va permettre le guidage vers le glomérule spécifique. Donc, un neurone issu d'une cellule sensorielle destinée à détecter l'odeur X n'ira pas prendre contact au niveau du glomérule Y, parce qu'il y aura différenciation du récepteur, il sera rejeté. Par contre, il va être guidé directement vers le glomérule spécifique de l'odeur X. Okay, donc ce récepteur, comme pour le bourgeon du goût, a un double rôle, bien sûr dépister les odeurs, mais également assurer le guidage du neurone vers son glomérule spécifique. Voilà ce que je voulais vous raconter sur l'odeur et le goût. Un dernier mot avant que vous vous sauviez, un petit résumé qui peut vous être utile pour les différents systèmes mis en œuvre au niveau des organes des sens. Donc on en a vu 3 qui permettent de dépister soit des vibrations, soit des phénomènes vibratoires, que ce soit la vue, puisqu'on détecte des photons, c'est un phénomène vibratoire, l'audition, c'est des vibrations sonores. D'autres systèmes qui vont permettre de dépister une modification mécanique, puisqu'on a vu que ce qui permet de maintenir l'équilibre, ce sont des récepteurs mécaniques, et gustation et olfaction qui vont permettre de dépister des molécules chimiques. C'est un système chimique. Les origines de ces différentes cellules, on trouve du tissu nerveux pour ce qui est de la vision, et une origine épiblastique pour l'audition et gustation, olfaction. Bien que l'origine embryologique soit différente, il n'y a pas de lien direct entre l'origine embryologique et le type cellulaire. C'est-à-dire qu'en type cellulaire, on trouve 2 types de cellules neurosensorielles, au niveau de la rétine, au niveau de l'épithélium olfactif, même s'il n'y a pas la même origine embryologique. Donc il n'y a pas de lien direct entre les deux. Et puis, vous avez d'autres cellules qui dérivent directement de l'épiblaste et qui ne sont pas des cellules nerveuses en ce sens qu'elles n'ont pas de prolongement axonal. Donc des cellules simplement sensorielles. Donc voilà le schéma de ce que l'on a vu au niveau de la rétine, avec une cellule neurosensorielle, avec son récepteur, le corps cellulaire, le prolongement axonal, et c'est au niveau de ce prolongement axonal qu'il y a contact avec un neurone transmetteur. Ce système-là est reproduit également au niveau de l'épithélium olfactif, on vient de le voir. Alors que pour les cellules sensorielles, vous avez un corps cellulaire et son système récepteur, mais ce corps cellulaire, cette cellule-là, ne donne pas de prolongement axonal.
Et donc il y a directement contact du neurone transmetteur avec la membrane plasmique de cette cellule. Donc c'est la différence fondamentale entre ces cellules neurosensorielles et les cellules sensorielles. Et donc on a vu, dans la rétine on détecte un photon, détection via une molécule photosensible. Au niveau de l'audition et de l'équilibration, en fait, ce qu'on détecte finalement, c'est un mouvement liquidien, déclenché soit par le mouvement du corps, soit par la vibration sonore. Donc transformation d'une vibration aérienne en vibration liquidienne. Mais ce qu'on détecte, c'est bien un mouvement de liquide. Et pour le goût et l'odorat, ce que l'on détecte, c'est une conformation moléculaire, c'est une molécule, un motif moléculaire particulier, sur la même base que le système antigène-anticorps. OK ? Alors je vous remercie.